Grégoire Bouillet, Le dossier M, livre 2, partie 35. Le mystère Picasso. Film de Henri-Georges Clouzot. Tourné à l'été 1955 au studio de la Victorine, à Nice. Sorti en salle à la fin de la même année. Présenté au Festival de Cannes le printemps suivant, où il obtint le prix spécial du jury. Par la suite, le gouvernement français le classa trésor national afin de préserver les négatifs, ai-je lu sur internet, mais sans trouver l'année où fut prise cette décision, et donc le gouvernement à l'origine de cette initiative. Dommage. En 1955, cela faisait 54 ans que Carlos Casagemas s'était tiré une balle en pleine tête au café de l'Hippodrome. Ou était-ce à la Rotonde ? 54 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui, au terme de quasiment l'intégralité de ma peine. Le mystère Picasso. Pour la première fois, l'acte de créer, et lui seul, pas de biographie ici, pas de voix off, ni d'interview de veuves ou d'amis se targuant d'avoir bien connu l'artiste et enterrant la vérité sous les éloges, pas d'explications éclairées, pas de contexte, ni de mise en perspective, pas de sous-titres, pas de blabla, etc. L'acte de créer, donc, et lui seul, est donné à voir, avec l'idée qu'il y aurait effectivement quelque chose à voir, qui ne serait pas l'histoire, ni ne tiendrait à elle, ce dont on peut discuter. Cela grâce à une innovation technique venue d'Amérique. Des feutres magiques dont l'encre spéciale s'avérait capable de transpercer un papier lui aussi spécial. En se plaçant derrière celui-ci, on pouvait voir par transparence ce que l'artiste créait au recto. On pouvait voir au verso l'œuvre en train de s'accomplir de l'autre côté de la rue, et tant pis si, comme dans un miroir, la droite et la gauche se trouvaient inversées. Rien n'est jamais parfait en ce bas monde. Nonobstant ce petit écart à la réalité, ce qu'on appelle la réalité, le procédé était une aubaine, et il n'en fallut pas davantage pour que Clouzot installe sa caméra derrière le chevalet de Picasso et se mette à filmer le maître en action, lors de ce qu'on pourrait appeler les sessions victorines. Le mot studio autorisant l'analogie entre l'industrie musicale et celle du cinéma. Ou plutôt, sa caméra filme les tableaux en train de se faire. Elle filme la peinture advenir toute seule, quasiment ex nihilo, les dessins et les couleurs apparaissant à l'écran comme par enchantement, pour ainsi dire divinement, sans que soit visible l'artiste au travail, ni que sa main empêche plus ou moins malencontreusement de voir ce qu'elle trace. Exit la main, alors que Clouzot, dans une déclaration liminaire, promet que pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Mais la main du peintre, on ne la voit pas à l'écran, sauf lors d'une scène, assez ridicule, où Clouzot prévient Picasso qu'il ne reste plus que 150 mètres de pellicule dans le magasin de la caméra, ce qui fait 5 minutes, ce qui fait que Picasso n'a que 5 minutes pour peindre un nouveau tableau. Et y parviendra-t-il en 5 minutes ou n'y parviendra-t-il pas ? Le suspense est insoutenable. Clouzot mâchouille nerveusement sa pipe à l'écran, tandis que Picasso peint avec assurance, avec son brio habituel, sans trop se presser finalement. Un grand poisson multicolore sur la toile. On voit sa main peindre le grand poisson multicolore, et pourquoi voit-on sa main lors de cette unique séquence, ici filmée par-dessus l'épaule du peintre, dérogeant ainsi au principe posé au départ ? Mystère, qui est celui de Clouzot. Mystère pas très intéressant, surtout que le temps presse. Le tachymètre de la caméra, le tachymètre de la caméra apparaît en très gros plan à l'écran. 286 mètres, 285 mètres, tic-tac. Plus qu'une minute, égrène Clouzot dramatiquement. Plus que 45 secondes, plus que 8 secondes. Entre-temps, Picasso a transformé son poisson en poule avant de barbouiller vivement celle-ci de noir et
au top de Clouseau, il lâche ses feutres magiques comme s'ils étaient brûlants. La toile est terminée. Juste à temps. Hurrah! À la seconde près. Bravissimo! Picasso a relevé le défi. Il a réussi à faire un Picasso en 5 minutes chrono. Chapeau bas. Voici de la peinture réalité. Même si la peinture en question, comment dire, lorsque Clouseau dit couper, il ne reste du poisson multicolore qu'un gros chat noir à l'écran. Un gros chat noir a dévoré le poisson multicolore. Ah ah ah, quelle bonne blague, sacré Picasso. Quel farceur, quelle performance, tout ça en 5 minutes chrono, tout ça est parfaitement grotesque, tout ça est charmant. C'est du cinéma et pas du tout de la peinture. C'est même du mauvais cinéma. Hormis ce numéro de cirque, on ne voit jamais peindre Picasso. On sait que c'est lui qui peint, mais il demeure invisible. Ce n'est pas sa main que l'on voit en action, mais la peinture elle-même qui, sur la toile, s'enfante pour ainsi dire toute seule. Et Clouseau a beau dire, il a beau insister sur la main qui peint, sous-entendu la main de Dieu, ce n'est pas ce que l'on voit à l'écran. Désolé, 1000 excuses. Si on ne sait pas que Picasso peint de l'autre côté de la toile, si on coupe le son, que voit-on? Un film d'animation. Une espèce de dessin animé qui s'invente en direct, un motif après l'autre. Voilà ce qu'on voit à l'écran. Encore une fois, l'information visuelle ne coïncide pas exactement avec l'explication qui en est donnée, et cette façon d'abuser autant du langage que de l'image me fera toujours sursauter. Le mystère Picasso. Je vis le film à la télévision lorsque j'avais... Quel âge déjà? Quel âge environ? Je ne me le rappelle plus. C'était il y a longtemps. J'étais très jeune. 20 ans et des poussières. Je peignais moi-même à l'époque. Je peignais toutes les nuits. Je sculptais aussi, et j'aimais ça. J'adorais ça. Je n'imaginais pas faire autre chose dans la vie. Peindre était mon conatus. Je dessinais depuis toujours. C'était, depuis l'école, d'aussi loin que je pouvais me le rappeler, le moyen d'expression que je m'étais trouvé, sans même l'avoir cherché, spontanément. Peut-être depuis que ma mère avait voulu sauter par la fenêtre après que je me fus risqué à lui dire avec des mots ce que j'avais sur le cœur. Et par la suite, pareille audace dans le langage ne me fut plus possible. Je ne sais pas. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, un dessin en entraînant un autre, les années passant, étant passé sur l'autre rive de la Seine, cela me plaisait de vivre à présent dans un minuscule studio transformé en atelier, en capharnaüm plutôt. La pièce était un tel foutoir qu'on ne savait où poser les pieds, et, pour circuler, il fallait emprunter un sentier tracé au sol comme des pointillés ouvrant une brèche dans la jungle des châssis, des blocs de pierre, des matériaux récupérés dans les chantiers, des plaques d'acier découpées, des pots de peinture ouverts et dégoulinants, des papiers journaux étalés dans tous les sens, des esquisses en veux-tu en voilà, des toiles empilées les unes derrière les autres, la crasse s'accumulant, la poussière et la saleté s'agglomérant au gravat, toutes sortes d'ordures et de déchets aussi, qui attiraient les blattes et, un jour, des millions de puces de parquet. Je ne jetai rien. Prenant trop de place, la banquette en rotin Ikea avait fini accrochée en hauteur et servait d'étagère, surchargée d'un bric-à-brac qui menaçait de la faire s'écrouler à tout moment. On ne pouvait s'asseoir nulle part, sauf à ma table de travail, une planche sur tréteau, ou sur le lit, une place à l'époque. Mes vêtements étaient en permanence maculés, mes cheveux aussi, mes ongles incrustés de noir, de bleu, de jaune ou de blanc, même après les avoir frottés au white spirit. Je ne voyais pas où était le problème, alors que je le vois trop bien aujourd'hui. Si j'étais sale, c'était en apparence, c'était extérieurement. Ce n'était pas moi qui étais sale.
Plus que tout, j'adorais préparer mes bouteilles de cicatif et broyer mes pigments pour en faire de belles mottes de couleur bien grasse qui dégorgeaient d'huile de lin et qui, disposées sur une plaque de marbre récupérée dans la rue, fixée sur un haut tabouret et transformée en palette, jamais ne séchaient. Luisaient des semaines entières comme si elles étaient vivantes. On aurait dit des brasiers de couleur. Broyer mes pigments était déjà peindre. Les transformer patiemment en belles mottes de peinture à l'huile était déjà peindre. Mottes aux mille couleurs, jaune de cadmium, blanc de zinc, terre de sienne, bleu céruléum, brun Van Dyck, rouge de Mars, violet minéral, noir d'ivoire. Mottes de matière vive à entamer sans retenue, à main, à pleine main, si besoin, charnellement, sans me soucier de gâcher ni regarder à la dépense, contrairement aux tubes de peinture. Ils sont si chers et contiennent si peu de couleurs qu'ils brident tout élan. Ils obligent à peindre à l'économie, et c'est la peinture qui devient économe d'elle-même. Ce n'était pas ma vision des choses. Je travaillais dur, et à y prendre tant de plaisir, j'imaginais que j'étais doué, et je le crus pendant 10 ans. 10 ans. C'était avant de découvrir que je faisais du Pollock, du mauvais Pollock, du très mauvais Pollock, 30 ans après lui, souligné 30 fois. Aussi étonnant que cela paraisse, j'ignorais qu'il existait, à 30 années d'ici, un peintre du nom de Jackson Pollock. Je n'avais à cette époque, honte à moi, jamais entendu parler de lui, ni vu aucune de ses peintures, et dans mon coin, je m'étais mis à faire du Pollock en imaginant que c'était du Bouillet, en croyant que j'inventais quelque chose sur la toile que nul n'avait expérimenté avant moi. Sauf que cela s'appelait déjà dripping, pouring, all over, action painting, etc. Quelle poisse! Nul n'est censé ignorer ceux qui l'ont précédé, et tel est l'inconvénient d'être autodidacte. Ignorant comme devant, je ne faisais que réinventer la roue, et il n'y avait pas d'avenir pour un second Pollock, surtout 30 ans plus tard, surtout du mauvais Pollock, du très mauvais Pollock. Un seul suffisait, et tout le monde croirait que je copiais. On dirait bis repetita, copieur, Burke, poids, ridicule, aucun intérêt, déjà vu, nul. On dirait M imitant Béatrice, alors qu'il ne s'agissait aucunement d'une imitation. Je n'avais rien copié du tout. Mais quelle importance? Qui s'en soucierait? Mes toiles semblaient s'inspirer de Pollock et l'histoire plaidait contre moi. L'histoire amorçait déjà son fameux sortilège. Je croyais peindre M quand, 30 ans plus tôt, Pollock avait déjà peint Béatrice. Il s'agissait déjà d'une reprise, d'une mésange zinzénulée à la place d'une bouteille, d'une malédiction. Alors que c'est de mon propre chef, pris un jour d'une inspiration subite, faute de n'avoir plus aucune place de libre sur le mur, que j'avais fait de la place au sol pour y poser à plat une toile et, penché au-dessus d'elle, me mettre à peindre, dans une position qui changeait la manière de peindre et la peinture elle-même, son approche même. Voici que je m'abaissais vers la toile blanche et qu'en elle je plongeais comme dans un océan, comme pris de vertige, comme au-dessus d'une fille de joie, une belle esclave qui aurait les yeux bandés et serait alanguie à mes pieds. Je faisais alors le tour du châssis pour l'attaquer de tous les côtés à la fois et lui faire perdre la tête. Qu'elle ne sache plus où étaient les hauts et le bas et perde le nord, ne soit plus que chair et sensation, déborde de partout, exulte sous moi et je m'y employais chaque nuit avec fougue, avec une concentration extrême, couvrant la toile de peinture comme si c'était des baisers, bavant lentement sur elle, pire qu'un escargot, pissant parfois à longs jets suaves pour qu'elle me reçoive dans sa bouche grande ouverte, pétrissant à pleine main son t-shirt mouillé, dégouttant amoureusement sur elle, jutant sur sa peau d'épaisses giclées de blanc de zinc dans des spasmes parfaitement ressentis, la souillant picturalement sans retenue,
lui faisant fiévreusement subir toutes sortes d'outrages à la brosse ou goutte à goutte, et un geste en entraînant toujours un autre, un geste se prolongeant de lui-même ailleurs, je la fouettais parfois de noir d'ivoire ou d'argent antimoine pour lui fouetter les sangs autant qu'à moi, avant de la caresser directement du plat de la main ou du bout des doigts, parfois lentement, très lentement, charnellement, juste à un endroit, ici, et puis là, parfois avec fureur, avec exaltation, en remettant alors une couche dans l'espoir forcené de parvenir à la voir enfin en peinture, et puis encore une couche, et encore une autre, comme s'empilent dans la nature des couches sédimentaires au gré des forces telluriques, jusqu'à créer une stratigraphie faite d'effacement et de recouvrement, considérée comme la peinture elle-même, virgule, moi n'ayant de cesse d'obtenir satisfaction pendant je ne savais combien d'heures d'affilée, virgule, moi laissant les couleurs s'acoquiner ensemble et inventer leurs propres unions sans me mêler de leur chimie, virgule. Le temps n'existait plus alors. Chaque tableau me voyait perdre les eaux, 2 ou 3 litres, je dirais, tellement j'avais chaud, point. Tellement j'étais en ébullition. Psychiquement impliqué et physiquement virevoltant. Et le mot transe ici. Je connaissais de fantastiques moments de transe dans mon petit studio. J'étais chaman au-dessus de la toile. J'étais sorcier. Je dansais mon festin nu. L'hiver, il avait beau geler dans mon minuscule studio et le mur orienté au nord ruisselait sur toute sa longueur de condensation, au point qu'il me fallait chaque matin essorer les serpillères disposées le long des plinthes, je n'avais jamais froid. J'étais feu. J'étais lave. J'étais fièvre. Sitôt l'acte de peindre terminé, je m'endormais comme une masse sur le petit lit au matelas défoncé, dont le souvenir me fait aujourd'hui pitié. Je m'endormais comme on s'éveille d'un rêve, ivre et repu et grelottant, heureux, épuisé corps et âme, certain d'avoir accompli quelque chose de grand et de beau parce que j'avais tout donné, parce que j'avais le sentiment d'avoir épuisé la matière et mes démons, d'avoir aimé, d'avoir agi. Ainsi m'endormais-je, imbibé d'essence de térébenthine dont les effluves, en plus de me tourner la tête, me suivaient à la trace lorsque j'allais travailler le lendemain chez Madame Radio. Je n'avais absolument pas conscience du petit jeu célibataire auquel je me livrais dans mon minuscule studio, perché au 6e étage de la rue de Lancry, Paris 10e, en lisière du quartier des Amazones, et autres tapineuses en manteau de fourrure, dont certaines me tapaient dans l'œil, et celles-ci se retrouvaient ensuite sublimées sur la toile. Je ne me posais aucune question à l'époque. Je peignais, quoi que ce mot signifie. Du moins le croyais-je. Oh father, I want to kill you. Oh mother, I want to fuck you. Ah ah ah. Je ne veux pas dire qu'il en est allé de même pour Pollock. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Il m'arrive pourtant de croire que je fis psychiquement le chemin que Pollock avait picturalement suivi de son côté, mais à retardement. 30 ans trop tard, le talent en moins, comme une reprise du même, mais en vain. J'avais 3 décennies de retard, et cela me ficha un tel coup lorsque je le découvris que je cessai bientôt de peindre, bien aidé en cela par un contexte sentimental trop long à raconter ici, à raconter au demeurant ailleurs. En tout cas, je sus que je ne ferais jamais mieux que Pollock. Il n'y avait pas de place sur terre pour nous deux, et c'était à moi de m'effacer. Comme le damné fiancé de M, Pollock m'avait devancé, et je ne lui en voulais pas. Ses tableaux étaient infiniment plus beaux que les miens. Certains étaient prodigieux, étaient cartes de tendre, réseaux de neurones en ébullition, constellations de matière étoilée, sarabandes fractalement affolées, chevelures échevelées dans le plus beau désordre et buissons follement ardents, forêts enchantées où s'aventurer au mi-temps de sa vie,
structure toujours plus complexe et mirifique, à rebours de l'épure apeurée, batailles effroyables au cœur de la mêlée, périples écumeux d'Ulysse reconstitués à la trace, rythme et énergie, luxe, calme et volupté, chaos et lumière du rugby, et puis la tendresse, etc. La peinture ne cherchait plus à représenter, elle était elle-même sa propre prestation. Elle était passée au-delà de l'image, elle avait traversé son miroir. À l'époque, je me reconnaissais avec gratitude dans tous les Pollock que je pus voir. Et encore aujourd'hui, j'aurais pu vivre avec de tels tableaux chez moi. Je vivrais mieux avec de tels tableaux en permanence sous les yeux, comme s'il s'agissait de talismans. Il y avait de la bonté dans ces tableaux. Je n'étais pas aveugle, même si les quelques toiles qu'il me reste de cette période font aussi bien l'affaire, de mon point de vue. Même si, à toute chose malheur étant bon, je sais aujourd'hui que la découverte des tableaux de Pollock me libéra de la peinture. Voici que je n'étais plus assigné à ce mode d'expression qui me collait à la peau depuis la première tentative de suicide de ma mère à laquelle j'assistais. Voici que je pouvais retrouver l'usage des mots et, me débarrassant du pansement, échapper à la plaie qui le justifiait. Et qui peut dire si je perdis au change? Et la peinture donc. Sachant qu'après Pollock, je ne voyais pas ce qu'on pouvait peindre. Je n'en avais pas la moindre idée. Je n'imaginais aucune jouissance picturale qui pût être aussi jouissive, et n'est-ce pas, après Pollock, que la peinture a atteint un seuil à la fois pictural et théorique? A dû aller voir ailleurs si elle était? A finalement disparu, son nom même se trouvant effacé au profit de celui d'art plastique, et dans cette nouvelle dénomination, dans ce passage de Béatrice à M, n'y avait-il pas la fin d'une aventure démarrée 36 000 ans plus tôt dans la grotte Chauvet? À la fin, l'animal fabuleux ne pourrit-il pas dans du formol? Auquel cas, je n'ai pas de regrets. Maintenant, qui peut dire si je ne peins pas lorsque j'écris? Si j'écris. En mémoire de cette période et pour surmonter mon coitus picturo interrompus, pour renouer avec un sentiment premier qui ne m'a jamais quitté, a toujours guidé mes goûts, fut dans un premier temps peinture avant de devenir musique, car après Pollock, il y eut Coltrane. Les deux sont liés. Il s'agit de la même chose, qui n'est pas une chose, mais the new thing, disaient Coltrane et les autres musiciens free. Que cette chose soit évincée et elle se transporte ailleurs, pas de problème. On lui retire ses pinceaux, elle va jouer du saxophone. On lui retire son saxophone, elle va où? Sur la pelouse bien tondue de la société, la vie est un chien-dent qu'il faut arracher. Dans l'ordre réglé du monde, l'improvisation libre est une hérésie. Elle est une perte de temps, d'argent et de contrôle. Alors qu'elle est, individuellement et collectivement, la solution si improviser signifie être concentré, attentif, à l'écoute de soi et des autres, responsable enfin de tout ce que l'on fait, signifie refuser les formats imposés et, de ce fait, cesser d'agir mécaniquement, signifie je ne sais quoi qui rend heureux et rend libre, fait obstruction au mensonge et l'art perdu de Jackson Coltrane. Que penses-tu de ce titre? À la place de dossier M, pour dire qu'il est possible d'improviser sur la page. C'est possible. Il n'y a pas que dans la peinture ou dans la musique, et M comme the new thing. Enfin bref. Il arrive que quelqu'un venant chez moi pour la première fois se demande si là, au mur, légèrement de traviole, on dirait, oui, un Pollock. Avant de réaliser que ce n'est pas possible. Bien sûr que non. Pas ici. Pas chez moi. Combien vaut un Pollock?
Combien de millions? Moi-même m'empresse de détromper la personne et celle-ci reste un instant silencieuse. Elle hoche la tête, encore surprise de s'être fait avoir. D'avoir, pendant une fraction de seconde, confondu M avec Béatrice. Alors que ce n'est pas du tout un Pollock, c'est évident. Ça saute aux yeux. C'est beaucoup moins bien. Cela vaut beaucoup moins cher. C'est assez moche finalement. Ça ne vaut rien. Une croûte. La petite flamme qui s'était un instant allumée s'éteint comme une bougie, et j'observe comme la personne se sent tenue de contempler encore quelques secondes ce vrai qu'elle prend maintenant pour un faux, avant de se détourner et de reporter son attention ailleurs, en quête de quelque chose qui mériterait cette fois qu'elle s'y intéresse. La personne ne demande jamais pourquoi le tableau est légèrement de traviole. Personne ne fait le geste, même machinal, de le remettre d'équerre, comme si cela ne dérangeait personne, n'avait aucune importance, aucune raison d'être. Le jour où quelqu'un remettra le cadre d'aplomb, ce sera la bonne personne. Cette fois, ce sera la bonne, me dis-je. Le mystère Picasso. Je n'ai jamais oublié le film de Clouzot, spécialement ces 10 dernières minutes, les 10 minutes de la fin, là où je veux en venir depuis tout à l'heure, peut-être depuis le début, pour en finir une fois pour toutes et n'avoir plus à y revenir. Oui, j'ai adoré la dernière séquence du film, d'ailleurs conçue pour donner un final spectaculaire au film, et ici le mystère du cinéma plus que celui de la peinture. Cette dernière séquence, oui, elle me captiva, elle me fascina. Ce fut comme un déclic, une effraction doublée d'une exaltation, comme si un secret bien gardé m'était tout à coup transmis, même si je n'en compris sur l'instant ni la nature ni la portée. Même si je sais aujourd'hui tout ce qui cloche dans le film de Clouzot. Mais trop bon public étais-je à l'époque. Trop fugace avait été l'éclair, et trop intense mon émotion pour que j'en saisisse la teneur. Telle une toute petite voix noyée dans le vacarme et impossible à isoler, impossible à déchiffrer, cela demeura sur le moment une pure intuition. C'était de toute façon entre moi et moi, plus qu'entre moi et Picasso, ou même Clouzot. Nos sens anticipent toujours un savoir à venir, et je n'ai jamais oublié ce mystère Picasso. Je l'ai gardé dans un coin de ma tête, comme quelque chose d'irrésolu et de précieux qui se rappellerait un jour à mon bon souvenir pour que, lorsque le besoin s'en ferait sentir, au jour dit, telle une comète revenant illuminer mon ciel après une éclipse de 32 années, m'apportait les lumières que je lui avais supposées. Et ce jour est arrivé. Je sais de quoi il retourne à présent. J'ai compris ce qui m'avait bouleversé à mon niveau individuel des choses qui, fût-ce par l'entremise réductionniste de la télévision, nous ouvrent de nouveaux horizons et ont de folles répercussions dans nos existences. Du mystère Picasso, je conserve aujourd'hui la leçon. Le grand planté en moi, le gland planté en moi, est devenu un chêne. M est passée par là. Elle m'a dessillé les yeux. Elle m'a fait changer mon fusil d'épaule en même temps que passer l'arme à gauche. Et si tu veux tout savoir, voici l'ultime leçon du suicide de Julien. Voici l'ultime scène primitive dont il faut que je me débarrasse. C'est la dernière pièce manquante de mon histoire de M. Attends, j'oublie de dire que cette dernière séquence fait suite à un petit dialogue que Clouzot et Picasso ont ensemble un peu auparavant. Dialogue destiné à marquer les esprits. Dialogue qui m'apparaît aujourd'hui un peu trop beau pour ne pas avoir été écrit au préalable et mis en scène pour les besoins du film et uniquement à l'intention du spectateur, afin de l'épater et de lui faire passer un message que, à l'époque, je reçus 5 sur 5, sans le moindre recul, en toute naïveté. Oui, je gobais la dramaturgie
sans lui opposer la moindre résistance, sans percevoir qu'il s'agissait d'une dramaturgie, ni en déceler la malice, en la confondant avec son artifice, et, tout à fait épaté, je crus en ce dialogue, que j'imaginais à l'époque spontané et improvisé, alors qu'il était scénarisé. Assurément l'était-il. Mais à l'époque, je tombais à pieds joints dans le panneau, en entendant Picasso annoncer que ça suffisait maintenant. Place à la peinture la vraie. Assez d'être extérieur à son sujet. Assez des amours sans lendemain. Vlan. Il faudrait aller au fond de l'histoire, insiste Picasso. Il faudrait risquer tout, voir les tableaux les uns sur les autres comme ils se font. C'est-à-dire, élucide gravement Clouzot, toujours à l'intention du spectateur, que tu veux montrer tous les tableaux qui sont sous le tableau. Montrer tous les tableaux sous le tableau. Cela avait fait tilt en moi. J'avais tout de suite pressenti qu'il venait de se dire quelque chose de décisif, d'autant que Picasso reprenait la formule en chœur pour une suggestion maximale, donnant au propos une ampleur fabuleuse, comme si lui et Clouzot parlaient d'une seule et même voix, et, à l'intention du spectateur, qu'ils démontraient tous les deux à quel point les grands esprits se rencontrent, et, quoi qu'il en soit, j'avais tout gobé. J'avais frissonné en entendant Clouzot faire monter la pression, en s'inquiétant tout à coup, en faisant semblant tout à coup d'être inquiet. Oh là là, mais ça va être très dangereux ça. Ce que Picasso se fait un plaisir de confirmer. Ça va être très dangereux, oui. C'est ça que je cherche. Moi, j'avais presque les foies devant la télé. J'avais senti l'adrénaline passer directement du petit écran dans mes veines. Quel danger? Où le danger? Il allait manifestement y avoir de l'action, et, tous les sens en alerte, marchant à fond dans la combine, je m'étais redressé devant le poste. Je m'étais rapproché du petit écran jusqu'à entrer dedans, si cela avait été possible, sans soupçonner qu'au même moment s'implantait durablement en moi l'idée qu'il faut aller au fond de l'histoire. Il faut risquer tout. Il faut montrer tous les tableaux sous le tableau. Et qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi était-ce dangereux? Où le risque? Alors que cela faisait presque une heure que Picasso faisait du Picasso, peignant toile sur toile avec une désinvolture telle que son génie tournait au cabotinage, au stéréotype, à la pure virtuosité, au capitalisme débridé, jusqu'à susciter une espèce de morosité, l'envie de bâiller. Cela, le mystère, un spectacle bien réglé, un numéro de peintre savant, un abattage perpétuel, des toiles en veux-tu, en voilà, comme autant de filles oubliées, sitôt conquises. C'était bien la peine. Où le danger? Lorsque soudain, alors qu'il vient de commencer ce qui sera la dernière toile du film, à 10 minutes de la fin, alors qu'il a décidé de risquer tout, d'aller au fond de l'histoire, de montrer tous les tableaux sous le tableau, voici que Picasso, il bute sur un os, il s'égare à l'écran, il se perd sur la toile. Contre toute attente, la toile refuse de lui obéir. Elle lui échappe, elle lui glisse entre les doigts, elle se dérobe et se retourne même contre lui. Elle lui dit non. C'est sa toile en M. Et pendant 10 minutes, on le voit en chier. On le voit peindre. Car plus les minutes passent et plus cela va de mal en pis. Picasso a beau s'acharner, rien à faire. Il peint de la merde. Il patauge dedans. Il n'arrive à rien. Il le sait. Il tente de corriger le tir, de sauver ce qui peut l'être. Il se bagarre avec la toile, à main nue, avec les dents de toute son âme de peintre. On le voit rajouter des couleurs, effacer des motifs, en inventer de nouveaux, détruire et recommencer,
préciser 100 fois un détail comme s'il l'obsédait avant de l'abandonner et de tailler ailleurs dans le vif. On le voit épouser un style, en changer pour un autre, les faire coexister un instant tous les deux, les répudier l'un et l'autre finalement. On voit l'insistance du désir buter sur l'impuissance de la volonté. Car, peau de balle, Picasso cherche et ne trouve pas, et par là même, on comprend qu'il y a quelque chose à trouver. On comprend soudain ce que chercher veut dire. On touche un tout petit peu au mystère. On voit l'effort d'échapper à une langue qui ne serait pas la sienne, ou, dans son cas, qui serait trop facilement la sienne. On assiste à la quête intense, opiniâtre, jamais acquise, d'atteindre son niveau le plus individuel des choses. Oui, on sent le danger, consubstantiel à l'échec. On le voit se rapprocher à grands pas sur la toile à mesure que le fiasco se précise, devient manifeste, inéluctable. Picasso se démenant pourtant, comme un beau diable, ratant toujours mieux, héroïque soudain, étreignant à pleine main le chaos et sciant à la folie la branche sur laquelle il n'arrive pas à s'asseoir, comme s'il se battait contre son propre génie et refusait d'être à sa merci, déployait une énergie toujours plus débridée afin de sortir du piège dans lequel il s'est fourré en vain. En dépit de ses efforts, la toile ne parvient pas à devenir tableau. Elle n'y parvient vraiment pas. Elle refuse tout net. Au lieu de cheminer vers son aboutissement, un motif après l'autre, jusqu'à faire surgir une cohérence insoupçonnée au départ, elle devient champ de bataille, charnier, somme des destructions s'annihilant toujours plus les unes les autres, sans déboucher nulle part. Et Picasso finit par abdiquer. Il renonce. Il perd cette bataille. Après un combat qui, à en croire Clouzot, aura duré 10 jours. 10 jours et 3500 prises, alors que cette séquence prend 10 minutes à l'écran. Et par parenthèse, Clouzot a si bien conscience que son film transforme 10 jours en 10 minutes, réduisant de ce fait homothétiquement le mystère d'un facteur 100, qu'il prend soin d'insérer, lors d'une séquence précédente où Picasso vient de peindre une tête de chèvre, ce tout petit dialogue, de points, ouvrez les guillemets. Ce qui m'embête, dit-il à Picasso, mais il s'adresse encore et toujours au spectateur, c'est que le public va avoir l'impression que tu as fait ça en quelques minutes alors que tu travailles depuis 5 heures. À quoi Picasso répond sobrement, eh bien, tout le monde le sait maintenant. Fermez les guillemets. Fermez la parenthèse. Mais quitte à faire du cinéma, il aurait mieux fallu montrer plutôt que dire. Il aurait mieux fallu montrer plutôt que dire, jusqu'à projeter en salle un film qui durerait 10 jours. Sauf que c'est le film de Clouzot. Ce n'est pas ma bouche. À l'époque, je ne perçus aucun des hors-champs du film. Je ne vis rien de ses défauts ni rien de ses qualités. Je m'en tins bêtement aux images qui, sous mon nez, défilaient au rythme de 24 par seconde, sans même capter que le film n'appliquait pas à lui-même le message qu'il faisait passer dans cette dernière séquence. Car lui qui ne cessait jusqu'ici de rendre un culte à l'œuvre d'art en tant que produit fini, et de ce fait commercialisable, de ce fait artistiquement idolâtré en tant qu'œuvre marchande, voici qu'il lui déniait ce statut à la fin. Exit le résultat final à la fin. Exit Picasso réussissant tout ce qu'il entreprenait à l'écran. Loin d'être un dénouement au mystère Picasso, cette dernière séquence l'exposait, in fine, pour la première fois. Et quel coquin ce Clouzot! Avoir transformé l'échec du peintre en réussite cinématographique. Avoir transformé son film en produit fini grâce à une toile magnifiquement ratée. Ce pourquoi je ne compris rien à cette dernière séquence, recevant dans le même temps deux messages contradictoires et irréductibles. D'un côté, il n'y avait picturalement pas de fin de l'histoire.
et de l'autre, telle était la fin cinématographique de l'histoire. Mais combien crient aux loups alors qu'ils sont eux-mêmes des loups, et le mot contexte ici, lequel, selon qu'il est favorable ou non, change la signification d'un mot, comme une pomme rouge devient noire sous une lumière bleue. Et quel était le nom de cette star de cinéma qui, en tournée promotionnelle pour son dernier film, évoquait avec émotion son personnage de chômeuse se battant courageusement à l'écran contre les fins de mois difficiles depuis la suite du palais où elle logeait. Mais je m'égare. C'était un message personnel de Monsieur Gicle, son dernier. Ouf. Ce que je veux dire, c'est que Clouzot fait reculer cette dernière séquence dans la lumière de son film. Il l'oblige à plaider contre elle. Il la sublime en tant que dernière séquence du film et il la rabaisse au rang de clou du spectacle. Et, au bout du compte, par ce double effet, la prenant en tenaille, il la rend purement rhétorique. Dommage. Sur l'instant, je ne vis rien de cela. Je captais que dalle au dispositif. J'en restais à Picasso ne parvenant pas à faire un Picasso et s'avouant vaincu à la fin. Cela que je vis, c'était du jamais vu. Cela qui me bouleversa, qui me fascina. Ce match de rugby à même la toile, cet échec-là. Non celui de Picasso en particulier, mais l'échec lui-même. L'échec en tant qu'il est une durée sans commencement ni fin. Un temps pur, un temps en soi. L'échec comme personne ne le montre jamais. L'échec et non son pathos. L'échec en direct. La beauté de l'échec. L'échec considéré comme une aventure, un combat. 10 années de pure intensité. Non la Bérésina de l'échec, mais son Rubicon. Non son dépit, sa défaite, son aigreur, sa déploration ou sa sublimation, mais l'échec comme possibilité d'exprimer le meilleur de soi-même. Comme une chance, une aventure à part entière, la possibilité même de l'aventure. Sensation que la perte est préférable au gain, la dépense préférable à l'accumulation. Un goût plus fort, une joie. Cette dernière séquence, oui, elle plaidait pour la liberté d'échouer. Elle disait que l'échec était finalement une option, autrement plus palpitante et audacieuse que la satisfaction de réussir. Quand la réussite n'est qu'un but programmé que poursuit l'absence d'imagination. Quand cet échec grandissait Picasso, alors que tout ce qu'il avait réussi à peindre jusqu'ici le rabaissait au rang de génial faiseur, de singe hyper savant, de camelot magnifique, de machine à produire sans fin, d'amant continuellement performant et satisfait, tout pour la galerie. Mais les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. L'accident avait eu lieu et, devant le poste de télé, j'en avais eu le souffle coupé. J'en étais resté baba pendant 10 minutes. Je n'en revenais pas. Cela contredisait tellement ce qu'on m'avait raconté jusqu'ici sur les gagnants et les perdants. M'avait-on caché certaines choses? Picasso lui-même pouvait donc échouer? L'amour ne triomphait pas forcément à la fin? Je n'avais pas les mots pour le dire à l'époque, mais échouer m'apparut soudain enviable. Si échouer n'était pas échouer, mais signifiait épopée, odyssée, improvisation multicolore, aventure cardinale, continent à découvrir, qu'il soit perdu ou inconnu, signifiait liberté chérie, vécue, éprouvée, expérimentée, signifiait épreuve de vérité, flirt avec la folie, incarnation du bonheur, refus de faire de l'a posteriori un a priori, signifiait non pas exister, mais être, non pas les chemins déjà tracés, mais sa propre voie, non pas le plaisir, mais son contenu, signifiait se battre pour quelque chose qui en vaille la peine et se sentir enfin vivant, enfin défier la mort,
enfin donner le meilleur de soi, enfin couler de source, trouver enfin l'or du temps, et je t'explique. Attends, j'oublie encore de dire qu'à cette dernière séquence, Clouseau ajoute un épilogue. Épilogue où l'on voit Picasso prendre une toile neuve et, prenant acte de son échec, recommencer tout, car, dit-il, il voit maintenant à peu près où il en est. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Il n'est pas dit qu'il restera sur un échec. Pas lui. Et de se mettre aussitôt à peindre, mais cette fois sans la moindre hésitation. Comme dans un fauteuil, en 2 temps 3 mouvements. Avec cette virtuosité dont il sait mieux que quiconque qu'elle est chez lui bonne fille. Quel est le démon contre lequel il doit se battre, comme s'il rembobinait ici le film, pour se reposer de nouveau sur ses lauriers, et de nouveau dominer de la tête et des épaules son langage pictural, de nouveau en mettre plein la vue, plus souverain et dominateur que jamais, sans plus jouer avec le feu. Fini de jouer avec le feu, fini d'affronter l'échec et de croire en lui, fini de souffrir, assez de risquer tout, fermer le banc. Ce qui donne, exécuté à l'écran en 37 secondes chrono, une peinture anodine, linéaire, ouvertement décorative, jolie comme un cœur, tissée de certains éléments de la toile qui se refusaient tout à l'heure à lui, mais chacun isolé dans son coin, tous picturalement inertes, sans tension ni aspérité. Une peinture sans enjeu, une peinture mondaine, comme Picasso sait aussi faire. Une peinture comme une pirouette, une cacahuète, un produit fini, un renoncement. Car on a beau regarder la toile, on a beau y chercher la solution aux problèmes personnels et picturales auxquels le peintre s'est confronté 10 jours durant, en un fabuleux combat épique et irrésolu, oui, on a beau se dire que la solution doit se trouver quelque part sur la toile, puisque Picasso sait maintenant où il va, et là, devant nous, ayant compris ce qui n'allait pas, qu'il va le prouver en recommençant de zéro. Oui, il va, là, devant nous, sur ses seins parfumés, sauter le mur, sauf que la solution, elle n'y est pas. Elle brille par son absence. Cette toile est un leurre. Elle est de la poudre aux yeux. Elle est Patricia et non M. Ce qui fait que cette toile, elle ne résout pas le conflit comme elle le prétend. Elle l'escamote purement et simplement. Malin. De triompher ainsi sans péril, de fanfaronner à l'écran et de faire le signe de la victoire, cet ultime tableau n'est finalement qu'un subterfuge. Il est la banalité du calme après la tempête. Il est une façon de gagner du temps. Il est une porte qu'on claque au nez, comme on rabat d'un coup sec le couvercle d'un coffre ayant fugacement révélé le trésor qu'il contient. Il est un retour au culte du produit fini et, partant, à l'ordre bourgeois des choses après l'émotion sans borne du chaos. Il est, ni plus ni moins, M se mariant fatalement avec son fiancé, et le drame de se terminer encore une fois en farce, de finir en eau de boudin. Clouseau aurait mieux fait de s'abstenir. Crut-il que tout le monde n'y verrait que du feu? Fallait-il qu'il donne un happy end à ce qui, l'instant d'avant, défiait l'idée même qu'il pût y avoir une fin et qu'il dût y en avoir une? Alors que 10 minutes plus tôt, quelle fiesta, quelle leçon de vie, quelle humanité! C'est tellement... Quoi? Mais tu vas pouvoir en juger par toi-même. Attends, ne bouge pas. Que je cale le film. Que je retrouve la séquence où l'on voit Picasso échouer, et c'est magnifique. C'est une vraie réussite. Attends, voilà, j'y suis. Scène 19 du montage, intitulée La plage de la Garoupe. La séquence démarre à 1h 4 minutes 37 secondes. Je la poste à l'adresse habituelle si ça t'intéresse.
www.ledossierm.fr/41. Je ne t'en dis pas plus. Je me tais. Promis, juré. Je la ferme pour de bon. Motus et bouche cousue. Trust me. Tu es bien installé? J'éteins la lumière pour que tu n'en perdes pas une miette. Ok? Moteur.